Existe-t-il un modèle alimentaire qui permettrait de vivre plus longtemps que les autres? Faut-il être végétarien, cétogène, faire du jeûne régulièrement ou de la restriction calorique? Quel rôle joue l'activité physique? Y a-t-il des compléments qui ont un réel effet? Et quels sont les secrets des peuples ayant les taux de centenaires les plus élevés dans le monde? C'est à toutes ces questions que je vais tenter de répondre dans cette nouvelle vidéo avec, comme d'habitude sur cette chaîne, une analyse rigoureuse et approfondie de toutes les preuves scientifiques qui existent sur ces sujets. Le thème de cette vidéo m'est venu naturellement il y a quelques jours, juste après mon anniversaire où j'ai fêté mes 40 ans. Bon, alors, même si on me dit tout le temps que je ne les fais pas du tout, hein, bon, symboliquement, c'est quand même une étape, voilà, pour commencer notamment à penser à plus long terme. Et quand on pense hygiène de vie et surtout alimentation, il y a 4 critères qu'on peut prendre en compte: l'aspect santé à long terme, la longévité donc, la performance à plus court terme, que ce soit la performance sportive ou même mentale, l'aspect esthétique, je pense là à des gens dont l'objectif primaire serait de perdre du poids, ou bien aux pratiquants de musculation ou de fitness qui veulent d'abord avoir un physique, une certaine apparence, et enfin tout l'aspect hédonique et social. On mange aussi pour le plaisir et comme moyen de partage en société. Après, à chacun de mettre le niveau qui lui correspond sur chaque curseur, même si le but est d'essayer de trouver le meilleur équilibre entre les quatre, comme notamment je l'explique dans mes programmes. D'ailleurs, pour fêter ça, je vous propose une promotion exceptionnelle sur toutes mes formations. Qui dit 40 ans, dit moins 40% sur tous mes programmes. Alors, je ne referai sûrement jamais une si grosse promo, donc profitez-en avec le code promo 40 ans, tout simplement, valable quelques jours. Juste pour rappel très rapide pour les petits nouveaux, donc j'ai actuellement 4 formations en vidéo. Natura Balance, qui est la formation de base pour apprendre quelle est la meilleure façon de manger, que vous ayez du poids à perdre ou simplement envie de mieux prendre soin de votre santé. Natura Power, qui est le programme de nutrition pour les sportifs, pour tous les sportifs, le plus complet qui existe, hein, avec toutes les bases de la nutrition pour la performance et la santé, plus une revue complète, notamment de tous les compléments utiles ou non. Natura Cook, qui est ma formation de cuisine avec 70 vidéos et 250 recettes pour apprendre à tout cuisiner. Et enfin, l'Académie du sommeil, qui est une plus petite formation sur tout ce que la science peut nous apprendre sur l'importance du sommeil et comment l'optimiser. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Vivre plus longtemps, voire éternellement, est un vieux rêve de l'humanité depuis qu'elle existe, hein. Il y a déjà 4000 ans en Mésopotamie, dans l'épopée de Gilgamesh, qui est la plus ancienne œuvre littéraire connue, le héros partait déjà en quête de l'immortalité, et jusqu'à aujourd'hui, où les milliardaires de la Silicon Valley, comme les fondateurs de Google ou d'Amazon, investissent des centaines de millions de dollars depuis plusieurs années dans la recherche sur le sujet. Ce qui a un réel intérêt du point de vue de la santé publique, et qui est aussi certainement ce qui vous intéresse le plus, ce n'est pas de vivre jusqu'à 150 ans, mais c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Vivre jusqu'à 120 ans, mais avec les 50 dernières années handicapé par différentes maladies chroniques, complètement dépendant, je ne pense pas que cela vous attire beaucoup. Et du point de vue de la société, la perte d'autonomie est un enjeu énorme, hein. Rien qu'en France, le budget de la dépendance est d'environ 30 milliards d'euros. Donc imaginez si on améliorait la prévention pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé, ce serait vraiment bénéfique pour tout le monde. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est donc de regarder les choses dans l'ordre. D'abord, intéressons-nous à la base de la pyramide, la meilleure hygiène de vie, quel modèle alimentaire a le plus de preuves scientifiques pour vieillir en bonne santé. Ensuite, on regardera s'il y a des méthodes qui peuvent avoir un impact éventuel, comme la restriction calorique ou le jeûne. Et enfin, on analysera quelques aliments ou compléments spécifiques qui pourraient éventuellement avoir un intérêt. Comme je le disais, avant de chercher des méthodes ou des produits extraordinaires, il faut revenir à la base, hein. Rien ne sert de chercher à optimiser des détails si les fondations ne sont pas solides. Alors, regardons justement un peu les chiffres de l'espérance de vie. Alors en France, l'espérance de vie à la naissance est d'environ 80 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes. Et on est dans le top 10 avec en tête du classement mondial, donc le Japon, la Suisse et Singapour.
Dans les pays dits développés, on a donc doublé cette espérance de vie en 2 siècles. Mais comme il s'agit de l'espérance de vie à la naissance, ce chiffre a pu avant tout augmenter grâce à la chute de la mortalité infantile et de toutes les maladies infectieuses qui faisaient des ravages dans le passé. Hein, il faut savoir qu'un enfant sur 4 mourait avant l'âge d'1 an jusqu'au XVIIIe siècle, ce qui n'est heureusement plus le cas grâce au progrès de l'hygiène et de la médecine. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'espérance de vie en bonne santé, hein, qui est définie comme l'espérance de vie sans incapacité, sans problème de santé qui nous limiterait dans nos activités quotidiennes. Alors, toujours pour rester sur l'exemple de la France, elle est de 66 ans pour les femmes et de 64 ans pour les hommes, c'est-à-dire qu'en moyenne, les femmes vont avoir un problème de santé incapacitant les 20 dernières années de leur vie. Une espérance de vie en bonne santé qui a augmenté parallèlement à l'espérance de vie globale, ce qui est un point positif. Par contre, on observe qu'aux États-Unis notamment, elle stagne, voire elle diminue légèrement depuis une dizaine d'années. Alors certainement à cause à la fois de leur système de santé très inégalitaire, mais quand même surtout à cause du poids de l'obésité et du diabète sur la santé publique. Ce qui me permet de tirer une première conséquence très concrète. Vieillir en bonne santé, c'est donc d'abord ne pas avoir d'incapacité, c'est être capable de rester autonome le plus longtemps possible. Et s'il y a bien une chose qui va fortement augmenter les risques de cette incapacité quand on est âgé, c'est justement l'obésité. C'est donc une évidence, hein, mais garder un poids stable toute sa vie, c'est fondamental. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques des populations de chasseurs-cueilleurs, comme les Hadza en Tanzanie, dont je vous parle souvent, c'est qu'ils arrivent à maintenir une masse grasse constante toute leur vie adulte, alors que nous avons plutôt tendance à prendre du poids au fur et à mesure des années dans nos sociétés modernes. Prendre 1 kilo par an, ça paraît anodin comme ça, mais si ça s'étale sur 30 ans, ça vous fera 30 kilos en plus à la fin. L'autre versant de la médaille, c'est la masse musculaire, mais ça, je vais en reparler juste après. Vivre longtemps en bonne santé, ça signifie aussi éviter les causes de mortalité les plus fréquentes. Hein. Avec le vieillissement de la population, ces causes ont bien changé en un siècle, puisqu'aujourd'hui, ce sont les cancers et les maladies cardiovasculaires qui sont loin devant dans les pays développés. Dans les cancers, celui du poumon est le principal, viennent ensuite celui du côlon et les 2 cancers spécifiques aux hommes et aux femmes, ceux de la prostate et du sein. Ensuite, on a évidemment d'autres causes comme les maladies infectieuses ou les accidents, mais on a beaucoup moins de pouvoir là-dessus, hein, alors que par notre hygiène de vie, on peut justement avoir une certaine influence sur les facteurs de risque de certains cancers et des maladies cardiovasculaires. Côté cancer, le Centre international de recherche sur le cancer estime qu'environ 40% des cas en France sont attribuables au mode de vie et à l'environnement. Comme vous le voyez, le tabac est de très loin le plus gros facteur de risque. Hein. Ce n'est pas pour rien que le cancer du poumon est le numéro 1. Vient ensuite l'alcool, qu'il faut évidemment consommer avec beaucoup de modération. Je rappelle que les recommandations officielles sont de 10 verres maximum par semaine ou de 2 verres par jour max et pas tous les jours. Et ensuite, on a tout ce qui est directement lié à l'alimentation, donc avec notamment le manque de fruits et légumes, de fibres, ou trop de viande transformée. Et ensuite, on a aussi le surpoids et l'obésité qui sont liés évidemment à la fois à l'alimentation et aussi au manque d'activité physique. Une hygiène de vie qui permet de vivre longtemps en bonne santé doit donc être celle qui diminue d'abord les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer autant que faire se peut. Alors, existe-t-il justement un modèle alimentaire qui aurait fait ses preuves pour cela ? Du côté des maladies cardiovasculaires, on a le fameux régime méditerranéen qui est de loin celui avec le plus de preuves scientifiques pour lui. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les études existantes sur le sujet, mais juste pour vous en citer 2 rapidement, on a d'une part l'étude la plus célèbre qui est française, c'est l'étude de Lyon dirigée par le docteur Delorgeril dans les années 90, où les personnes ayant suivi pendant 4 ans une alimentation de type méditerranéenne enrichie en oméga 3 végétaux avaient eu 72% de risque en moins de souffrir d'un accident cardiaque comparé au groupe contrôle. On a aussi l'autre étude très connue, Predimed, qui avait suivi plusieurs milliers d'Espagnols avec un risque important de maladies cardiovasculaires pendant 5 ans. Et là aussi, les personnes ayant suivi
une alimentation méditerranéenne, alors là c'était soit riche en huile d'olive, soit en noix, avait réduit de 30% le risque de maladies cardiovasculaires. Du côté des cancers, c'est plus complexe. Déjà, il faut comprendre que parler d'une alimentation anti-cancer, d'un point de vue général, comme affichent certains pour vendre des livres, c'est un peu exagéré hein, quand même, parce qu'il existe plein de cancers différents qui ont chacun leurs caractéristiques et leurs facteurs de risque. Comme je l'ai dit, il y a les plus évidents, comme le cancer du poumon avec le tabac, mais il y a aussi des facteurs de risque génétiques ou même de hasard via les divisions cellulaires sur lesquelles on n'a pas vraiment de pouvoir malheureusement. Alors, c'est pas une vidéo sur le cancer là que je fais, donc je vais passer rapidement dessus, mais comme nous l'avons vu, voilà, l'alimentation compte tout de même en partie, et les critères importants là, c'est de faire le plein de fruits et légumes, de manger assez de fibres pour éviter surtout le cancer colorectal, fibres que l'on trouve aussi dans les fruits et légumes et dans les légumineuses, les céréales complètes, etc. Et de limiter les viandes transformées. La qualité des aliments compte aussi parce que, comme l'avait montré une étude française sur la cohorte Nutrinet Santé, qui avait trouvé qu'une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultra transformés dans son alimentation augmentait de 10% le risque de cancer, en particulier de cancer du sein. Enfin, on a aussi des données spécifiquement sur la longévité, avec notamment l'étude EPIC, qui a observé les habitudes de 40 000 Espagnols pendant 4 ans et qui a montré une réduction de 21% de la mortalité, toutes causes confondues, chez les personnes suivant une alimentation méditerranéenne. L'une des raisons pour lesquelles ce modèle aurait des effets bénéfiques sur la longévité est liée en fait à la longueur des télomères. Alors pour faire simple, les télomères, ce sont les bouts des chromosomes qui servent à les protéger, et à chaque fois que les chromosomes se répliquent avec les divisions cellulaires, ce qui arrive donc du début à la fin de notre vie, les télomères raccourcissent. C'est pour ça que c'est un critère lié au vieillissement. Et il y a des études qui montrent une association entre une forte adhérence à un régime méditerranéen et une longueur des télomères plus importante. En résumé sur ce sujet des grandes causes de mortalité, et sachant encore une fois, il n'y a jamais aucune garantie dans la vie, on peut tout de même dire raisonnablement que le régime méditerranéen traditionnel est une base solide qui a fait ses preuves, donc avec une alimentation riche en fruits et légumes de saison, en oléagineux, en légumineuses, avec des céréales complètes, de l'huile d'olive, un peu de produits laitiers si on en mange, plutôt de chèvre et de brebis, des produits de la mer, notamment des poissons gras, un peu de viande aussi. Et l'un des avantages, c'est qu'il peut facilement être modifié pour être plus ou moins riche en glucides ou plus ou moins végétarien pour s'adapter aux besoins de chacun. Mais pour savoir justement, après comment personnaliser précisément son alimentation, là je vous renvoie vers mes formations Natura Power pour les sportifs et Natura Balance pour les autres, parce que justement, je me base aussi dans ces formations sur le régime méditerranéen. Un mot rapide sur les zones bleues, parce que forcément qu'il y en a qui vont m'en parler dans les commentaires sinon. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot quand on évoque le sujet des centenaires. Alors en fait, au début des années 2000, le journaliste pour National Geographic Dan Buettner avait compilé différents travaux pour mettre en avant ce concept de Blue Zones, les zones bleues, ces régions du monde où le taux de centenaire serait plus élevé que la moyenne. Alors il s'agit notamment d'Okinawa au Japon, dont on parle souvent, de la péninsule de Nicoya au Costa Rica, de la Sardaigne en Italie ou de l'île d'Icaria en Grèce. Donc le régime méditerranéen est bien représenté dans ces régions. Il faut noter aussi que d'autres facteurs importants se retrouvent dans ces zones, comme un lien social fort, le sentiment d'appartenir à une communauté, des routines qui permettent de réduire le stress, comme la sieste, une activité physique modérée intégrée à la vie quotidienne et la priorité donnée à la famille. Mais si on s'en tient à l'alimentation, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens mangent bien, non pas parce qu'ils suivent spécialement les conseils des médecins ou du gouvernement, mais avant tout parce que la bonne alimentation, les produits sains, sont la norme. Leur environnement alimentaire, en fait, leur permet de faire naturellement et facilement les bons choix. Quelques mots maintenant sur l'activité physique. Il est évident qu'avoir une activité physique régulière est fondamental pour vivre longtemps en bonne santé, que ce soit pour toutes les vertus, pour la santé cardiovasculaire, pour le bon fonctionnement du cerveau, pour avoir des os solides et diminuer les risques de fractures, ou tout simplement pour garder une condition physique
permettant voilà, de rester autonome le plus longtemps possible. L'exercice physique active d'ailleurs des mécanismes de la fameuse autophagie. Alors la base, c'est de bouger au quotidien, et pour l'exercice physique, le sport, l'idéal, ce serait d'avoir un mix entre cardio et renforcement musculaire, parce que chacun a ses vertus spécifiques pour différents paramètres de la santé. L'un des problèmes en vieillissant, c'est que on a ce qu'on appelle la sarcopénie. C'est une perte de masse musculaire qui démarre dès 30 ans, mais qui s'accélère surtout après 50 ans. Pour un même stimulus, un même exercice de musculation par exemple, les muscles vont en fait avoir de plus en plus de mal à grossir, la synthèse protéique est moins efficace. Et de même, il faudra un peu plus de protéines alimentaires pour obtenir le même résultat de croissance musculaire. Et donc pour toutes ces raisons, il serait idéal de construire une bonne masse musculaire avant 30 ans, même s'il n'est jamais trop tard, hein, évidemment. Hein. Il vaut mieux même se mettre au sport à 60 ans que de ne rien faire. Hein. Les bénéfices seront toujours très importants. C'est juste que l'idée est plutôt que de maintenir ensuite sa masse musculaire toute sa vie, ce qui est toujours plus facile que de la construire de zéro après 50 ans. L'autre conséquence est la question des protéines. Comme je le disais, il faut en manger un peu plus pour avoir les mêmes résultats à partir de 50-60 ans, c'est-à-dire grosso modo entre 10 et 20% de plus que les quantités conseillées pour les adultes plus jeunes. Alors pour les sources, en dehors du sujet des viandes transformées et d'une trop grande quantité de viande rouge, il n'y a pas de consensus clair sur un lien entre longévité et protéines animales ou végétales. Je pense ici que le mieux est encore une fois d'être équilibré et de suivre le modèle méditerranéen qui alterne justement entre les deux avec une grande présence tout de même des légumineuses. Enfin, pour finir, le troisième pilier de nos fondations avec l'alimentation et l'activité physique est évidemment le sommeil. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le sommeil est fondamental pour tous les aspects de notre santé, et particulièrement pour le bon fonctionnement du cerveau, pour la mémoire, pour préserver de bonnes capacités cognitives. Il n'y a pas de discussion. Il faut absolument faire votre maximum pour avoir un sommeil de qualité, vraiment toute votre vie, pas juste quelques jours. Et je vous renvoie là vers ma formation à l'Académie du Sommeil si vous voulez en savoir plus, parce que je rentre vraiment dans tous ces détails sur toutes les vertus santé du sommeil et comment ensuite l'optimiser. Maintenant qu'on a posé les bases, allons un peu plus loin dans les explications. Alors, notre compréhension du vieillissement a bien progressé depuis un siècle. L'explication avec nos connaissances actuelles est liée à ce qu'on appelle la sénescence. C'est le fait que nos cellules perdent avec le temps leur capacité à se diviser et à fonctionner correctement. Une sénescence qui serait liée à plusieurs facteurs. La division des cellules. À chaque fois qu'une cellule se divise, il y a un raccourcissement des télomères, comme je l'ai dit juste avant. La sénescence peut aussi être accrue par le stress oxydatif et par différents dommages directement donnés à l'ADN. L'une des approches que l'on étudie depuis longtemps pour la longévité est la restriction calorique, le fait de diminuer de manière assez importante ses calories par rapport à ses besoins, car sur le papier, elle diminue le métabolisme total et donc la production de radicaux libres à l'origine du stress oxydatif. Alors, on a effectivement observé que cette diminution du métabolisme et des radicaux libres diminuait bien la sénescence cellulaire dans des expériences sur des animaux, et surtout sur des souris et des vers. Le problème, c'est qu'on ne peut pas du tout extrapoler ces résultats tels quels à l'homme, car notre espèce a un métabolisme différent, des mécanismes de sénescence un peu différents, d'autres contraintes, et puis des causes de mortalité différentes aussi, comme on l'a vu. Ce ne sont pas des études faciles à faire sur l'être humain, parce que vous comprenez bien que dire à un groupe de gens « vous allez réduire vos calories d'un tiers pendant des années », c'est pas très motivant, mais on a tout de même une étude très récente de 2018 qui a essayé de faire ce travail en testant l'effet d'une réduction de 25% des calories pendant 2 ans sur les processus de vieillissement. Alors, ils ont pris un groupe de 73 personnes dont la moitié a donc réduit ses calories d'un quart et l'autre a gardé ses habitudes alimentaires. Côté résultat, déjà les personnes du groupe restriction ont eu en fait du mal à maintenir moins 25%. La réduction calorique a plutôt tourné en moyenne à moins 15%, ce qui est normal. Il faut que ça reste vivable au quotidien. Alors, avec un déficit calorique, rien d'étonnant à ce qu'ils aient perdu du poids.
environ 9 kilos en moyenne au total. Et leur métabolisme avait aussi diminué, normal, hein, puisque moins de masse égale moins de calories dépensées. Et côté marqueurs biologiques, hormones, etc., je vais résumer ça de manière très simple. Il y a eu une baisse de marqueurs, mais qui sont liés plus directement à la perte de poids. Il y a eu effectivement une petite baisse des marqueurs du stress oxydatif, mais seulement dans les urines, pas dans le sang, ce qui signifie qu'il était quand même assez réduit. Mais en fait, comme cette étude n'a été que sur 2 ans, il n'y avait pas de données sur la mortalité, donc elle ne nous apprend rien de concret sur la longévité, hein. Elle nous montre surtout ce qu'on savait déjà, à savoir qu'un déficit calorique modéré et continu permet une perte de poids à long terme, ce qui diminue forcément le métabolisme. Et la longévité est un mécanisme bien plus complexe qu'une simple réduction du stress oxydatif. Je vous en ai parlé juste pour vous illustrer que voilà, pour l'instant, personne ne peut dire que la restriction calorique aurait un impact réel chez l'homme. C'est trop compliqué à étudier, il faudrait faire une étude en suivant des gens, voilà, en déficit calorique pendant, 20 ans. Ça n'est pas, de manière, pratique réalisable et surtout réduire les calories chez des personnes qui, elles, n'auraient pas de poids à perdre, c'est pas forcément, recommandable, hein. Surtout que l'un des grands problèmes chez les seniors, surtout chez les personnes dépendantes, c'est plutôt la sous-nutrition, le fait de ne pas manger assez, sans parler du fait qu'il faut aussi manger suffisamment pour éviter la perte musculaire dont je parlais juste avant. Il y a ensuite plusieurs approches qui visent les mêmes résultats sans un déficit direct. On a la réduction de l'insuline via une alimentation pauvre en glucides voire cétogène. Là aussi, il est certain qu'avoir un taux d'insuline ou une glycémie trop élevé est mauvais pour la santé. Ça peut finir par endommager les artères et même aller jusqu'à la résistance à l'insuline et au diabète, hein, ce qui va évidemment réduire la durée de vie en bonne santé. Mais par contre, il n'y a aucune donnée sur l'homme qui indique qu'il y aurait une proportionnalité directe entre longévité et taux d'insuline et qu'il faudra diminuer cette dernière à tout prix, même si on a un taux normal sans problème de santé. Il y a des études sur des souris, mais voilà, comme j'ai déjà dit, c'est pas extrapolable tel quel et donc on ne peut rien dire sur ce sujet. Surtout que les alimentations traditionnelles dont j'ai parlé, hein, que ce soit le régime méditerranéen ou celui d'Okinawa, bah, ce ne sont pas du tout pauvres en glucides, hein. Par contre, ce sont des sources de glucides bruts et non raffinés. L'autre approche pour simuler ce déficit calorique, c'est le jeûne, dont il existe plusieurs versions, le jeûne intermittent, jeûner 24 heures, 48 heures, voire jeûner plusieurs jours. Pour le jeûne intermittent, c'est-à-dire simplement réduire un peu sa fenêtre alimentaire quotidienne, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet dans laquelle je vous disais qu'il n'existe aucune étude sérieuse sur l'homme par rapport à la mortalité. C'est simplement un outil pour certaines personnes pour se mettre facilement en déficit calorique en éliminant un repas par jour. Par contre, il y a une approche dont on parle beaucoup ces dernières années, c'est le fasting mimicking diet, le régime imitant le jeûne, qui est un concept développé par un chercheur, le docteur Walter Longo, qui consiste à avoir 5 jours par mois une alimentation très pauvre en calories, suffisamment basse pour entraîner des changements physiologiques, mais tout en étant plus tenable qu'un jeûne strict. Bon, il faut toujours se méfier un peu quand celui qui en fait la promotion a aussi écrit un livre sur le sujet qu'il essaye de vendre et surtout a même breveté son approche, mais bon, il a fait aussi des études scientifiques dessus, donc au moins on peut analyser celle-ci. Comme d'habitude, malheureusement, on a surtout des études sur des souris, mais il y en a quand même une pas trop mal réalisée sur 100 adultes qui ont donc suivi pendant 3 mois soit leur alimentation normale, soit leur alimentation normale, sauf 5 jours par mois de ce régime imitant le jeûne, avec seulement 700 calories par jour, basé surtout sur des soupes et des barres énergétiques fournies par les chercheurs. Alors côté résultat, les personnes ayant suivi ce modèle ont en moyenne perdu du poids, de la masse grasse et du tour de taille. Toujours comme d'habitude, hein, rien d'étonnant avec ce déficit calorique, mais aussi une perte de masse musculaire, ce qui n'est pas génial comme on l'a vu. Par contre, pas de changement réel sur les marqueurs métaboliques à part sur la pression artérielle. Donc exactement comme pour l'étude sur la restriction calorique continue dont je parlais juste avant, on ne peut en fait rien vraiment tirer comme conclusion sur la longévité avec des études aussi courtes. Il est même probable que l'on n'ait jamais une réponse tranchée sur le sujet, hein. Et en tous les cas, les effets positifs à court et moyen terme sont toujours liés à une perte de poids. Donc j'en reviens à ma conclusion. Il y a plein d'approches différentes pour perdre du poids, mais ensuite il faut se concentrer sur garder un poids stable toute sa vie via une alimentation équilibrée
et qui soit suffisante pour soutenir une activité physique régulière. Il n'y a pas de preuve pour l'instant qu'ajouter des déficits en continu ou via des jeûnes apporterait encore plus de bénéfices chez les bien portants, même si la question reste ouverte. Je ne suis pas dogmatique sur ce sujet. Dernière partie, regardons un peu s'il y a des aliments ou des nutriments qui auraient un intérêt particulier. Côté aliments, la myrtille se dégage un peu des autres et est certainement le fruit le mieux étudié pour ses effets positifs sur le cerveau et la mémoire ces dernières années. 2 molécules dans la myrtille ont un intérêt particulier. Les anthocyanes, c'est des pigments qui donnent leur couleur à ce fruit, et le ptérostilbène, qui est une molécule similaire au resveratrol du raisin. Les anthocyanes, notamment, augmenteraient l'activité du facteur de croissance nerveuse. C'est une protéine impliquée dans la régulation, la croissance et la communication des neurones. Et les études montrent un effet positif d'une consommation quotidienne sur les capacités cognitives et la mémoire au bout de quelques semaines. Les protocoles utilisés dans ces travaux correspondent à environ 60 à 120 grammes de myrtille fraîche par jour. Donc quand c'est la saison, n'hésitez pas à en manger régulièrement et à en congeler ensuite pour les mois suivants. Moi, c'est ce que je fais, je remplis mon congélateur chaque été pour en avoir ensuite les mois suivants en automne. Ensuite, côté complément. Je précise que je fais simplement une revue des connaissances scientifiques sur le sujet. Je suis évidemment pas en train de vous faire une prescription, pas du tout. Je vous donne juste les infos. Si on commence par le plus basique, un multivitamine. Alors sur ce point, les données sont mitigées et la prise d'un multivitamine ne permettrait pas spécialement de vivre plus longtemps. Ça pourrait surtout réduire les risques de cancer chez les personnes carencées, notamment chez les hommes, où l'effet était modeste dans les études, mais significatif. D'ailleurs, les seniors sont plus souvent en carence de vitamine B12, de vitamine D et de calcium. Donc il faut surtout surveiller les apports sur ceux-là. Et la vitamine D, notamment, participe à la bonne santé osseuse en augmentant l'absorption intestinale du calcium et pourrait donc réduire le risque de fracture, sachant que les 3/4 des adultes en France sont en déficit. C'est important de combler cette carence éventuelle. Les oméga 3 sont un sujet complexe. Le régime méditerranéen est assez riche en oméga 3 évidemment, mais via des apports alimentaires, poissons gras, noix, pourpiers, mâches, etc. Oméga 3 qui ont un effet positif sur le déclin cognitif et la santé cardiovasculaire, comme on l'a vu. De là à dire qu'une supplémentation allant au-delà de ces apports alimentaires pourrait apporter des bénéfices supplémentaires sur la longévité, difficile à dire. Je pense qu'il faut avant tout se concentrer sur ces apports alimentaires, donc comme toujours, qui sont loin d'être suffisants pour une majorité de personnes. Donc une supplémentation est plutôt à regarder pour des cas spécifiques selon moi, je sais pas, comme les véganes ou d'autres personnes ne mangeant pas du tout de poissons gras, ou en prévention pour la santé cardiovasculaire où ça a fait ses preuves aussi. Bref, voilà, du cas par cas. Un mot rapide aussi sur la curcumine, la molécule active du curcuma, que l'on trouve aussi beaucoup en complément ces dernières années. Sur le papier, il y a des mécanismes qui, en théorie, pourraient augmenter la longévité, mais en fait, on n'a que des études sur des mouches pour l'instant, donc qui ont effectivement vu leur espérance de vie augmenter, mais voilà, on est très 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 loin des études cliniques sur l'homme. Donc pour le moment, à mettre dans la catégorie, peut-être, mais il faut encore beaucoup de preuves. Il y a quelques années, on parlait aussi beaucoup de la DHEA. Ça vous dit peut-être quelque chose. Une hormone produite naturellement par les glandes surrénales que l'on trouve donc aussi en complément et que certains appelaient ou appellent encore l'hormone de jouvence. Honnêtement, c'est très surfait. Il n'y a pas assez de preuves sur des effets anti-âge d'une supplémentation, sachant qu'en plus, c'est classé comme produit dopant pour les sportifs professionnels. Voilà, donc attention si vous êtes concerné, mais pour moi, c'est à oublier comme produit. Pour finir, juste un mot sur l'apparence extérieure, c'est-à-dire la peau, qui est évidemment l'un des aspects par lequel on observe le vieillissement, même s'il ne s'agit pas là d'un problème de santé, mais plutôt d'un objectif esthétique. La peau a besoin de tout un panel de nutriments pour se renouveler, se protéger, donc on reste sur le même modèle alimentaire, riche en fruits et légumes frais, etc. Mais je vais juste citer un produit que l'on étudie ces dernières années pour ses effets notamment dans la diminution des rides, c'est le collagène.
Alors, même si elles ne sont pas toutes parfaites, hein, il y a plusieurs études qui montrent effectivement une, petite diminution de l'aspect visible des rides avec une prise quotidienne de, collagène, alors sur plusieurs semaines ou voire plusieurs mois. Rides qui apparaissent justement suite à la perte d'élasticité de la peau qui elle-même, vient d'une perte de collagène et d'acide hyaluronique, dans le derme. En conclusion de cette vidéo, quand on s'intéresse à la longévité, il n'y a pas de recette ou de produit miracle, hein. La base reste toujours une excellente hygiène de vie avec une bonne alimentation, un sommeil de qualité et une activité physique régulière. Mais quand on se plonge dans la littérature scientifique sur le sujet, un modèle alimentaire sort très clairement du lot et est de loin celui avec le plus de preuves pour lui, c'est le régime méditerranéen. Donc selon moi, toute stratégie de santé à long terme devrait d'abord se reposer sur cette alimentation. Ensuite, si on est en bonne santé et sans poids à perdre, y a-t-il un intérêt à réduire ses calories en continu ou bien via des jeûnes réguliers? Comme on l'a vu, il n'existe pas de preuve que cela apporte des bénéfices supplémentaires sur la longévité. Donc même si la question reste ouverte encore une fois. Enfin, côté complément, bah, le but c'est toujours d'abord de régler ses carences éventuelles en personnalisant une éventuelle supplémentation, mais il n'y a aucun produit qui aurait des effets significatifs sur la longévité au-delà du traitement de ces carences. Après, il y a des compléments intéressants par rapport à d'autres problématiques, hein, mais c'est un autre sujet. Je vous conseillerais donc plutôt d'investir d'abord toujours dans la qualité de vos aliments et bah, dans des produits riches en nutriments intéressants comme les myrtilles ou les poissons gras. Et pour tous ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin sur tous ces sujets, je vous renvoie donc vers mes formations dont vous pouvez profiter à moins 40% pendant encore quelques jours. Toutes les infos sont en description. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.